Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine d'Accès Direct de l'année 2018. C'est passé relativement vite. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 17 décembre 2018. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du prélèvement à la source qui rentrera en vigueur dans moins de 2 semaines avec Jean-Michel Blanchard, le directeur départemental de Savoie des finances publiques. Un focus ensuite sur les Cybèles dans le cadre d'un jour une station. Et comme chaque lundi du sport, on parlera de foot féminin notamment. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Fanette de Buisson. Ah, j'ai oublié. Ah oui, il faut faire le tour maintenant. À cause du sapin. C'est la première fois que je fais des On a une bonne séquence bêtisier là, c'est pas mal ça. Pour la dernière semaine de la... J'ai bien aimé le relativement, c'est passé relativement vite je savais pas en fait cette si saison. c'est passé vite ou pas assez vite. Alors c'est donc toi qui présente le journal cette semaine, en tout cas ce soir. On va parler notamment des mineurs isolés avec un protocole qui a été signé. Voilà, comme tu le sais, dans le cadre de la protection de l'enfance, qui est une compétence des conseils départementaux partout en France, les départements doivent accompagner les mineurs étrangers isolés, donc ceux qui sont sans famille. La problématique pour les départements, c'est d'évaluer l'âge de ces mineurs isolés. Donc là, il y a un protocole qui a été signé avec l'État et les procureurs pour faciliter cette évaluation, la rendre plus rapide et plus fiable. Et puis le Haut-Chablais s'organise pour ses saisonniers. Voilà, grosse problématique, hein, le logement saisonnier en Savoie-Mont-Blanc. Donc là, ce sont les collectivités et différents acteurs du Haut-Chablais qui se sont organisés. Il y a eu plusieurs réunions cet automne, donc on va faire le point avec Victoria Lopez. L'idée, c'est de pouvoir loger plus de saisonniers et mieux. On passe à notre revue de presse. Oui. Oui. T'es en forme ce soir. Le Le panorama des domaines skiables d'Eco Savoie-Mont-Blanc vient de sortir. Oui, voilà, un bien bel travail de fourmi qui est fait chaque année par l'équipe d'Eco Savoie-Mont-Blanc. Donc on commence avec quelques chiffres assez forts, un peu globaux. Donc sur les stations notamment les plus fréquentées de Savoie-Mont-Blanc, l'hiver dernier par exemple, la Tarentaise domine nettement. La Plagne, les Arcs, Pesé-Valandry et Val-Thorens s'occupent le podium. À noter la 4e place de Chamonix, sinon c'est la Tarentaise qui domine. Chamonix qui peut se vanter du plus gros chiffre d'affaires avec 86,2 millions d'euros, un chiffre d'affaires en hausse de près de 4%. Dernier chiffre global, l'enneigement exceptionnel de l'année dernière, plus 24% d'excédent d'enneigement par rapport à la normale entre 1961 et 1990. Elle se classe ainsi la 2e place des saisons les plus enneigées depuis plus de 50 ans. Donc c'était vraiment très particulier. Et puis comme tu vas recevoir la station Décibel, l'objectif du panorama, c'est de faire un aperçu de toutes les stations, massifs, etc. Donc quelques chiffres sur les Cybèles, qui est le 4e de France, le plus grand domaine relié de la vallée de la Maurienne, et qui connaît un important chantier de modernisation. Donc je pense que tu vas leur en parler. Donc voilà. Ah, donc, Eco Savoie-Mont-Blanc. Eco Savoie-Mont-Blanc, c'est le hors-série. Voilà. 10 euros. 10 euros. Et toi, on va parler d'une nouvelle mission pour les facteurs. Oui, une initiative écologique même qui a été instaurée, donc qui va être instaurée dans le canton de Vaud à partir du. Alors c'est pas la même fiche. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner. Donc à partir du 1er avril 2019, les facteurs et les factrices relèveront les compteurs électriques lors de leur tournée sur la zone de Romande Énergie, donc c'est l'opérateur d'électricité. Ah, c'est pas chez nous. Non, okay. c'est en Suisse. Cela permettra évidemment de réduire l'empreinte CO2 en limitant les déplacements, puisque les techniciens de comptage de Romande Énergie pourront notamment effectuer de nouvelles tâches. Pour les collaborateurs de la Poste, comme on voit sur cette photo, eux, ils disposeront d'une application spécifique sur leur scanner pour procéder donc à ce comptage des compteurs. Au total, seulement une quinzaine de postes seront supprimés sur les 928 existants à Romande Énergie, donc c'est une très très belle initiative. Et puis du vin savoyard à l'autre bout du monde. Oui, ça va se passer du côté de la Chine. Qui se lance dans tous les domaines de chez nous, après le ski, le vin, puisqu'un projet ambitieux de 200 hectares de vignes savoyardes va voir le jour en Chine, dans la province d'Hebei. La province d'Hebei, c'est une province qui va accueillir des épreuves, des Jeux Olympiques, pas de rapport, mais bon, c'est pour situer. Ce projet vise à terme à créer un parc à thème sur la viticulture avec des villages, des châteaux à la française. Plusieurs études vont être menées justement par des experts savoyards pour étudier notamment le sol, savoir si le sol chinois est propice à accueillir des vignes savoyardes. Selon les premiers éléments, ça devrait être le cas. Une délégation savoyarde portée par le comité interprofessionnel des vins de Savoie s'est récemment déplacée en Chine pour une première prise de contact. On voit quelques photos. Ce site pourrait ouvrir d'ici 1 an à 1 an et demi, donc affaire à suivre. Merci beaucoup. J'ai un mot pour conclure. Gambai, ça veut dire santé en chinois. Voilà, va falloir l'apprendre pour 2022. À tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à mon premier invité pour la rubrique Actu. Je vous en prie, Monsieur Jean-Michel Blanchard.
Je le disais en introduction, vous êtes le directeur départemental de Savoie des finances publiques. On va bien évidemment parler du prélèvement à la source, qui rentre donc en vigueur le 1er janvier prochain. Première question toute simple, pour situer le prélèvement à la source, qu'est-ce que c'est? Alors, le prélèvement à la source, c'est une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu, et qui consiste effectivement, c'est la nouveauté, à avoir son impôt qui est prélevé en même temps que le revenu qu'on perçoit, et ce qui permet à l'impôt de s'adapter en temps réel au niveau des revenus que l'on perçoit, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'on avait une année de décalage entre les revenus qu'on percevait et puis l'impôt qu'on payait. Et donc l'idée, c'est de s'adapter en fait au niveau de ces revenus en temps réel. En Savoie, combien de foyers contribuables sont concernés par cette réforme? Alors sur l'impôt sur le revenu, on a 250 000 foyers fiscaux, à peu près la moitié qui payent réellement un impôt sur le revenu, les autres ne sont pas imposables, et donc c'est environ 130 000 foyers qui sont concernés par la mise en place de cette réforme. Très concrètement, est-ce que cela va changer qu'est-ce que ça va changer pour les contribuables? En fait, c'est une réforme qui se fait sans que les contribuables aient forcément beaucoup de choses à faire. Pour tous ceux qui sont salariés, en fait, l'impôt va être prélevé concrètement sur le salaire du mois de janvier. Donc sur la paye du mois de janvier, on aura une ligne qui fera apparaître le montant de l'impôt qui est prélevé à partir d'un taux de prélèvement, un pourcentage qui a été calculé au moment où on a fait sa déclaration en 2018. Et c'est donc ce montant, à partir du taux, qui est basé sur la situation de la famille, du foyer fiscal, qui va faire le prélèvement. Donc, par exemple, pour le citoyen, pour le salarié lambda, il n'y a aucun changement? Aucun changement. Pour ceux qui sont indépendants, qui perçoivent des revenus, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers, on a un dispositif un peu équivalent, sauf qu'il n'y a pas de gens qui versent directement la somme, il n'y a pas de collecteur, et donc c'est le contribuable qui va avoir un prélèvement sur son compte, mais là aussi calculé automatiquement par l'administration fiscale sur la base de la déclaration qui a été faite cette année. Alors ce système de prélèvement fiscal, il existe déjà chez la plupart de nos voisins, oui, aux États-Unis. Pourquoi ça a mis autant de temps à arriver en France, selon vous? Alors c'est une histoire compliquée. En fait, à plusieurs reprises, les gouvernements successifs au cours de l'histoire ont essayé de proposer ce dispositif, et puis pour plein de raisons, notamment politiques bien entendu, ce prélèvement n'a pas été mis en place jusqu'à présent. Mais en effet, c'est une formule qui existe dans la quasi-totalité des pays étrangers et qui fonctionne sans difficulté particulière. Quels sont les principaux avantages de cette technique de prélèvement? Le principal avantage, la principale caractéristique, c'est de s'adapter en temps réel au niveau du revenu qu'on perçoit. Donc effectivement, si on perçoit moins, eh bien évidemment, l'impôt va diminuer puisqu'il est calculé à partir d'un pourcentage qui s'applique à une somme qu'on perçoit. Et donc ça, c'est quand même très intéressant puisque ça permet en effet de ne pas payer plus que ce qu'on doit. Et puis surtout aussi, pour ceux qui peut-être avaient des difficultés à l'année suivante à faire leur paiement, évidemment, cette difficulté est largement réduite puisque en fait, on a ce prélèvement contemporain. Alors, j'imagine que c'est un petit peu l'effervescence au sein de vos services à quelques jours de cette mise en place. Comment est-ce que vous, justement, aux finances publiques, vous allez accompagner les contribuables et les employeurs? Alors, c'est une opération qu'on a déclenchée déjà tout au long de cette année. On a multiplié les opérations de communication. Alors, d'abord en formant nos agents, bien entendu, toutes nos équipes, mais aussi en faisant des opérations d'information auprès des collecteurs, des entreprises. On en a fait plusieurs. On a touché près de 200 entreprises comme ça. Et puis, plusieurs opérations aussi de communication. Et pour des caractéristiques comme celles qu'on a en Savoie, on a fait aussi des opérations de communication dans les stations de ski, à Courchevel, à Méribel-Mottaray, il y a peu de temps, notamment pour les saisonniers, qui ont des problématiques particulières, professionnelles de la montagne. Donc voilà, c'est toutes ces opérations qui ont été mises en œuvre. Et puis, on est sur le pont pour le démarrage à partir du mois de janvier, dans nos services, et puis via le site Internet ou via la plateforme téléphonique qui permet d'avoir les renseignements. Plateforme téléphonique gratuite, il me semble. Alors, elle est gratuite à partir du 1er janvier. Elle est pour l'instant encore payante. Un récent sondage a montré que 75% des Français craignent que leurs entreprises ne soient pas prêtes justement pour ce changement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je pense que c'est largement exagéré. Les entreprises s'y sont préparées depuis longtemps. Beaucoup d'entre elles ont commencé déjà à faire du prélèvement à la source à blanc, du prélèvement à blanc dès cet automne. On en a un peu plus de 6 millions qui ont fait ça. C'est le cas aussi en Savoie. Et puis pour celles d'entre elles, peut-être les plus petites, qui auront peut-être un peu de retard à l'allumage, eh bien on va les accompagner, les aider et évidemment les soutenir. Concernant les employeurs, là aussi, beaucoup de choses à mettre en place. Comment est-ce qu'ils se préparent? Alors, ils se sont largement préparés là aussi en amont. En fait, pour l'essentiel, c'est une adaptation du logiciel de paye.
puisque ce système existe déjà pour la TVA, enfin c'est quelque chose ou pour les cotisations sociales. Donc les entreprises sont largement habituées à avoir ce système. Néanmoins, il a fallu faire une adaptation du logiciel de paye qui a été réalisée par l'immense majorité, même la totalité des éditeurs de logiciels. Et donc moi je pense que c'est quelque chose qui est plutôt derrière nous. Encore une fois, pour celles qui auraient quelques difficultés, on examinera tout ça avec eux, avec elles, et dans le soutien évidemment et la bienveillance. Autre changement, la déclaration en ligne va devenir obligatoire? Oui. Ça fait partie des avancées? Alors, en la fait, modernisation? c'est un mouvement qui est amorcé depuis plusieurs années. On a progressé par palier, en effet, et on a fixé des seuils chaque année. Et l'année prochaine, enfin à partir de 2019, en effet, il n'y a plus de seuil en dessous duquel on n'était pas obligé de faire cette déclaration en ligne. Mais le principe vaut, mais il n'y a pas d'obligation dans la mesure où, pour ceux de nos concitoyens qui estiment ne pas pouvoir faire la déclaration parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'Internet, ils sont en zone blanche, eh bien, ils continuent à faire une déclaration papier sans aucune pénalité et sans aucune justification à nous donner. Évidemment, ils sont considérés comme de bonne foi, il n'y a aucun problème. Pour en revenir au prélèvement à la source, concernant les crédits d'impôt, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors les crédits d'impôt, ça a été effectivement un sujet qui a fait l'objet d'évolution, mais le gouvernement a effectivement modifié la donne, et pour ce qui concerne les crédits d'impôt, on va avoir un dispositif qui fera qu'au 15 janvier, automatiquement, les gens qui bénéficient de crédits d'impôt, de réduction d'impôt, vont récupérer 60% du montant auquel ils ont droit dès le 15 janvier. On fera un virement direct sur leur compte à hauteur de 60% des réductions et des crédits d'impôt auxquels ils avaient droit l'année précédente. Et donc, le solde sera ensuite versé au moment de la fin de la campagne de déclaration, donc au mois de juin. Avant de vous libérer, on a appris dans la nuit de samedi à dimanche que le Centre des finances publiques de Thonon avait été sérieusement dégradé. J'aimerais juste avoir votre réaction. Écoutez, alors moi je ne suis évidemment pas le directeur des finances publiques de la Haute-Savoie, mais j'ai eu mon collègue tout à l'heure au téléphone pour en parler, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe. Bien évidemment, on ne peut qu'être inquiet sur ces mouvements. Encore une fois, les revendications sont tout à fait légitimes, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais là on attaque un des symboles de l'État, on fait des dégradations qui vont coûter cher d'ailleurs à la collectivité. Et puis, bien entendu, on est complètement vigilant sur cela, et on dépose plainte systématiquement à chaque opération de ce genre. Il y en a quelques-unes, heureusement peu, mais bien évidemment ça nous préoccupe et c'est assez inacceptable, il faut bien le dire. Merci beaucoup Jean-Michel Blanchard, j'espère qu'on a été assez concis et puis compréhensible pour nos téléspectateurs. Je le souhaite, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Allez, on enchaîne avec notre rubrique « Un jour, une station ». Et je reçois deux personnes, vous en prie, Alexandre Moulin, Camille Sanjuan. Vous représentez donc le domaine skiable Décibel. Vous êtes le président de Décibel.ski, vous êtes la chargée de communication. Déjà, une première chose, on va situer donc ce domaine skiable. Donc les Décibel, ce sont 6 stations. Exactement, 6 très belles stations dans la vallée de la Maurienne, Le Corbier, La Toussuire, Saint-Jean-d'Arve, Saint-Sorlin-d'Arve, Les Bottières et Saint-Colomban-des-Villars. Quelle est l'importance d'une telle mutualisation? Écoutez, la mutualisation a été un élan pour le développement du territoire. Quand en 2003, on a enfin réussi à relier les stations et à créer un domaine unique, ça a été une période de forte augmentation de la fréquentation. On répond de mieux en mieux, entre guillemets, aux attentes des clients, des usagers, des skieurs qui cherchent toujours un produit supérieur au goût du jour. On a la chance d'être, entre guillemets, sur un positionnement un peu différent, avec des stations à taille très humaine. La plus grosse station doit avoir 13 000 lits, et un grand domaine, comme peuvent en avoir beaucoup de très grandes stations. Camille, la saison ouvre le 22 ? C'est ça, c'est ce samedi. Comment est-ce que ça se passe? On a les derniers réglages? Exactement, les équipes sont dans les starting blocks, c'est ce qu'on peut dire. Les derniers préparatifs sont en cours, et puis là on a aussi les grandes réunions avec tous les salariés des remontées mécaniques. Donc toutes les équipes se préparent au sein des stations également. Comment ça se passe au niveau de l'enneigement? Écoutez, l'enneigement est bon, on a de la chance, ça attaque bien, on attaque sous les meilleurs auspices. Comme le disait Camille, on reçoit nos 300 collaborateurs du domaine skiable pour finir de tout préparer, être prêt samedi et avoir les meilleures conditions pour accueillir les clients. Beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle saison, notamment un nouveau télésiège au Corbier. Oui, un nouveau télésiège avec un très fort débit. En fait, dans l'amélioration du domaine, on essaie de travailler. On a remplacé 2 remontées mécaniques par une seule avec un moteur lent pour réduire notre impact sur l'environnement. Et c'est la politique dans l'avenir d'améliorer le confort, la rapidité de déplacement
par les remontées mécaniques pour les clients, tout en préservant notre empreinte environnementale. Et notamment aussi, j'ai lu une tyrolienne du côté de la Toussuire, c'est ça? C'est ça, au-dessus du lac de Titou, donc 150 mètres de pure sensation à découvrir sur les pistes. Au niveau de l'hébergement, là aussi, vous montez en standing, année après année? Alors il y a des nouvelles choses qui se font chaque année. Il y a aussi des propriétaires qui retravaillent, qui améliorent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de fait pour essayer de correspondre aux attentes de la clientèle. Au niveau des événements, là, la saison va être longue jusqu'à la mi-avril. Quels sont les gros événements sur le domaine skiable des Cibelles? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais si on doit en choisir les quelques-uns. Alors on vous parlera de 2 événements, qui est le premier Zen aux Cibelles, du 2 au 5 février. Donc là, on propose aux vacanciers de venir se détendre pour bien commencer 2019. On leur propose d'accéder à un sauna, on leur propose des massages, la découverte d'activités bien-être, des smoothies, tout ça sur les pistes. Et ensuite, on part dans un tout autre registre, les 30 et 31 mars. C'est la Feria des Cimes. Et là, c'est l'ambiance du Sud-Ouest, un événement très familial et convivial, avec bien sûr l'ambiance qui va avec de la feria, du taureau mécanique, du snow J'avais demandé rugby, s'il allait avoir des de vachettes. la pétanque sur neige, de quoi s'amuser, petits et grands. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a essayé d'offrir plus que le ski à nos clients. On a la chance que toutes les stations des Cibelles se relient en un point central. Donc il y a vraiment le rond-point du domaine skiable. Et on fait des événements toutes les semaines sur le domaine skiable pour que les clients, dans la semaine, puissent venir profiter d'activités différentes, notamment pendant les vacances scolaires, tous les mardis des activités pour les adolescents, parce que c'est une cible, une clientèle très différente, et le jeudi, des événements pour les enfants, on va dire les 4-12 ans, qui puissent venir profiter, rencontrer, jouer, avoir des petits cadeaux. Voilà. Et à Noël, le Père Noël sera à Louillon, au point central du domaine, pour accueillir les enfants. On l'a dit, donc les Cibelles, c'est 6 stations. Comment on fait justement pour arriver à faire en sorte que les stations soient complémentaires et non concurrentes? Écoutez, toutes les stations peuvent être concurrentes, mais aujourd'hui, on a une offre, on a l'avantage d'avoir un produit commun qui est le domaine skiable relié et qui permet à chaque station de montrer ses différences. On peut avoir une vieille station village qui s'est développée au fur et à mesure du temps, Saint-Sur-l'Indre, basée sur un village très typique, une station très moderne, le Corbier, une station entre guillemets d'altitude sur un plateau qui est la Toussuire, des offres très complémentaires et c'est vraiment un plus entre guillemets. On sait vendre un grand produit sur des marchés nationaux ou internationaux, on vous vend le domaine qui est un très beau produit et on vous permet de choisir l'ambiance que vous voulez tout autour. Votre groupe, le groupe Molin, a choisi de se recentrer sur les Cibelles. C'est un signe fort? Écoutez, c'était un choix stratégique d'orientation, mais là qui concerne qu'une partie des Cibelles, parce qu'on est plusieurs acteurs sur les Cibelles. Oui, aujourd'hui, j'ai grandi sur les Cibelles, j'y ai mon cœur, et aujourd'hui, ça me paraissait être l'endroit où j'ai le plus envie de m'investir, en dehors des autres fonctions que je peux avoir de manière associative. Camille, comment vous la sentez, là, cette saison qui va démarrer? Je pense que ça va être énorme en termes d'événementiel déjà sur le domaine. Et puis avec la neige qui est arrivée, c'est que de bons messages positifs pour commencer là samedi avec les équipes. Est-ce qu'on sait combien de personnes vous attendez sur cette saison à peu près en comparaison aux dernières années? Écoutez, aujourd'hui, les premiers indicateurs donnaient une hausse des réservations, mais après, comme diraient les agriculteurs, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Une dernière chose, comme chaque soir, un concours. Donc sur Instagram, à la vie aux téléspectateurs. Alors il y a des forfaits à gagner, il y a des casquettes et de manière plus originale, il y a aussi des shorties et des boxeurs. Donc rendez-vous sur Instagram. C'est un tirage au sort avec différents hashtags, le hashtag casquette les Cibelles, le hashtag forfait les Cibelles, le hashtag boxeur les Cibelles et le hashtag shorty les Cibelles. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram, tirage au sort pour gagner les nombreux lots. On vous a déjà amené un petit cadeau en avance sur le Père Noël, le caleçon les Cibelles. Merci beaucoup. Voilà, tenez. Vous voulez pas le mettre en On va direct? le mettre maintenant, mais Vous n'êtes pas chiche. Bon, bonne soirée, merci beaucoup. merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Allez, on enchaîne avec le sport, comme chaque lundi. Alors, 2 thématiques ce soir, on va parler notamment de foot féminin, je vous en prie. Avec l'ES Chilly. Monsieur Gilles Munier, vous êtes le président.
David Sanchez, vous êtes le responsable des féminines, entraîneur de l'équipe 1. Votre club, on peut le dire, est entré dans l'histoire hier, lors du 32e de finale de la Coupe de France, avec une victoire 4-0 face à une équipe de Régional 1, donc une équipe supérieure hiérarchiquement. Président, tout simplement, la première réaction, 24 heures après cet exploit. La réaction, c'est une grande joie. Pour un club comme le nôtre, qui est un petit club, arriver en 16e de finale, c'est historique. Et bravo aux filles pour ce qu'elles ont réalisé et à tout leur staff. David, David, vous attendiez à une telle démonstration? Alors le terme démonstration, il est peut-être... Par rapport au score. Ouais, J'imagine que par rapport à la physionomie, c'était plus serré, mais en tout cas, ce score, d'une telle ampleur, en tout cas. En tout cas, on avait l'espoir de réussir à reproduire ce qu'on avait fait au tour précédent contre une ER1. Toujours avec beaucoup d'humilité, effectivement. Mais on a un groupe qui développe des compétences depuis plusieurs saisons, voilà, qui vit bien ensemble et puis qui semble pouvoir s'ouvrir des perspectives. Donc c'est un petit peu l'idée. Et puis s'appuyer sur cette aventure pour prendre confiance et voir plus avant. Elles étaient tendues, vos joueuses, hier après-midi au moment d'entrer sur le terrain, où vous les avez senties pas plus que ça par rapport à l'enjeu? Non, elles étaient extrêmement relâchées. Non, je rigole. Non, elles étaient hyper tendues. C'était même le gros de la journée, c'était de réussir à les laisser focaliser sur le terrain et concentrer sans que leur attention soit détournée. C'est un peu l'objectif qu'on leur avait fixé de toute façon. Et puis en lien avec ça, le fait de manger ensemble sur un schéma habituel, mais de prendre le temps aussi de rentrer dans l'événement avec une démarche musicale aussi qui leur appartient, fait qu'elles ont réussi à petit se mettre complètement dans l'événement. Et ce qui a été le plus compliqué même, c'est qu'elles se sont, je pense, surpris à dominer un petit peu les débats d'entrée de match. Et du coup, il y a eu un deuxième temps un peu de digestion où elles ont eu un petit peu de mal à enchaîner, mais ça n'a pas duré très longtemps. Président, qu'est-ce que ça représente pour un club comme le vôtre, le fait d'avoir son équipe une féminine qui arrive à ce niveau de la compétition? C'est une récompense pour tous les dirigeants, car on est un groupe de 50 personnes au comité qui s'investissent tous les jours pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vraiment la récompense pour toutes ces personnes. Et peut-être que ce n'est pas fini, on espère que peut-être que ça continue. À choisir, une petite question piège, là, à choisir entre une montée en Régional 1 et un très long parcours en Coupe de France, vous optez pour quoi? L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est sûr que le championnat est quand même prioritaire. Mais maintenant, le but ultime serait de prendre une grosse équipe au prochain tour. Le tirage au sort donc, a lieu ce mercredi. J'imagine qu'il y a, David, il y a un adversaire qui fait rêver, parce qu'on le rappelle, en cette demi-finale, les clubs de première division rentrent. On pense forcément à l'Olympique Lyonnais. Oui, effectivement, mais ça va être l'objectif de beaucoup d'équipes, de toutes les équipes qui peuvent tomber dessus sur la répartition géographique. D'accord. On est encore dans une répartition géographique à ce niveau? Sur ce tour-là, il y a encore une répartition géographique. Donc il y a une chance, en tout cas. Il y a une chance, alors au départ, une chance sur 31, si je ne suis pas trop mauvais en maths. Et il semblerait que ça soit une chance sur 15, a priori, si la répartition se fait de façon bicéphale. On verra après, soit aller chercher le très gros, puisque c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Et puis à ce moment-là, avoir une belle fête pour le club. Soit plus modeste pour progresser dans la compétition. Soit plus modeste, sachant que nous, on est le petit pousset de toute façon. Donc, ça sera forcément à un niveau au-dessus de nous. Et puis pourquoi pas espérer passer encore un tour. Voilà. Donc, ça va, on est en Haute-Savoie, mais je vous ai fait une réponse de Normand. On aura peut-être un derby, puisque l'équipe d'Amby s'est qualifiée. Ça pourrait aussi être une belle fête. Oui, ça pourrait être une belle fête. Le SI, donc, c'est pas seulement cette équipe féminine, il y a aussi une équipe masculine. Quelques mots sur votre club? On est un club de 150 licenciés environ. On est le seul club de Haute-Savoie à avoir une équipe masculine et une équipe féminine en ligue. Aujourd'hui, les seniors masculins jouent les premiers rôles aussi en R3. Et après, donc on a au niveau des jeunes, en foot à 11, on est en groupement avec le club de Frangy, ça s'appelle le groupement des US. Et en foot pour les jeunes, en foot à 7, on est relativement bien représenté. On a plusieurs équipes dans chaque catégorie. La Coupe du Monde en France l'été prochain, même si on est à un niveau
amateur, pour vous, ça peut avoir un impact positif pour le développement encore plus accru du football féminin? Bah forcément, puisque de toute façon, c'est un vrai zoom sur la pratique. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, on parle de foot féminin simplement pour préciser que cet après-midi, je vais voir jouer des filles ou jouer des garçons, puisque c'est une évidence que comme tout sport, il doit être ouvert aux garçons comme aux filles, aux hommes comme aux femmes. Donc en lien avec ça, là, le Zoom doit permettre de faire sauter quelques verrous. Moi, sur les témoignages, les nombreux témoignages de sympathie que j'ai eus depuis hier, et qui font, d'ailleurs je remercie les gens, qui font chaud au cœur, en lien avec ça, c'est surtout qu'il y a 2-3 sceptiques qui semblent convaincus que... J'en ai lu aussi sur votre page Facebook. Voilà, ouais. Un monsieur justement qui disait qu'il était allé un petit peu sans grandes ambitions et que finalement il avait passé énormément de plaisir, il avait pris beaucoup de plaisir et qu'il avait particulièrement apprécié. Ouais, c'est une personne du district, éminemment apprécié, Lucien, on le salue. Et notre ami Lucien, justement, il s'est déplacé et il a reconnu avec beaucoup d'à-propos qu'il était venu plutôt par sympathie et qu'il était reparti sous le charme. A priori, ce n'était pas le nôtre. En tout cas, bravo encore pour Merci. cette qualification. Donc on rappelle, tirage sort mercredi. On donnera un mot, évidemment, on dira un mot sur 8 moments et puis pourquoi pas venir faire des images pour ce 16e de finale. Merci de nous Merci avoir à reçus. vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, on enchaîne avec un troisième invité sport avec Stéphane Toureau. On a quelques minutes. Stéphane Toureau, on le connaît, hein, champion d'apnée, annécien au Savoyard depuis maintenant assez longtemps. Stéphane, vous avez parfaitement bouclé cette année 2018 avec une très très belle performance, votre record, moins 113 mètres. Ouais. C'était pas été facile cette année. Il y Ouais. a eu beaucoup d'étapes particulières, quelques échecs, mais qui m'ont permis de mettre en avant un petit peu ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire de travailler encore plus dans l'introspection et dans le lâcher-prise, tout en étant encore plus dans l'autodidacte, parce que je me suis remis aussi pas mal en question sur mon entraînement et ça m'a permis d'atteindre un énorme bond. En fait, j'ai fait un bond de 6 mètres. 6 mètres, c'est énorme. Ouais, et puis il me manquait encore 3 jours pour peut-être aller chercher un 117, donc ce qui est très très motivant pour 2019 en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'elle représente cette performance de 113 mètres? Pour moi, cette performance, elle était passé ce cap-là. Ça faisait 2 ans que je stagnais à 107, maximum, c'était ma perf maximum. Et du coup, je me mettais quand même pas mal en question parce qu'il y a le côté professionnel qu'il a fallu que je gère en créant ma société pour pouvoir justement manager mes sponsors et puis arriver à gérer mon budget dans l'année. Et maintenant que j'ai réussi à faire ça, il fallait aussi gérer un petit peu les deux. On est toujours dans une notion d'équilibre. Et maintenant, je pense que je suis prêt à pouvoir être consacré, parce que c'est consacré complètement à l'entraînement en tout cas, ce qui me permet d'être encore plus focus dans ce que j'ai à faire. Vous le disiez, cette saison 2018, elle a été compliquée, notamment à cause d'un œdème pulmonaire. Tout ça, c'est du passé? Ouais. Et puis aussi, prendre en compte que je peux pas être Superman, quoi. Je peux pas tout faire. Surtout dans ce genre de discipline. Ouais, surtout dans cette discipline, elle pardonne pas. L'eau, elle est incompressible, hein, donc elle nous montre juste les lois du relâchement. Et donc du coup, voilà, ça m'a permis de mettre ça derrière et puis de pouvoir me reconstruire cette année sur d'autres choses. Justement, 2019, j'imagine qu'il y a beaucoup d'objectifs sportifs et professionnels. 2019, ouais, il y a beaucoup de choses, surtout un planning qui devient de plus en plus précis, parce qu'on commence à avoir un circuit de plus en plus organisé, on va dire. Mais ça va être vraiment axé sur l'entraînement. Donc avec peut-être un peu plus de déplacement sur cette zone, en tout cas en Dominique, où là j'ai pu performer, qui va me permettre d'atteindre des nouveaux steps, mais aussi avec une énorme préparation sur place à Annecy en tout cas. Et puis professionnellement? Et puis professionnellement, il y a des choses beaucoup de choses qui se développent. On a beaucoup parlé notamment de votre film avec votre frère. Oui, tout à fait. Il y a eu déjà l'exploration des lacs, qui était un projet environnemental avec mon frangin qui est hydrobiologiste. Et donc là, du coup, on sort l'épisode 4 demain avec un épisode 5 1er janvier ou courant janvier. Et puis après, des conférences, développement des conférences en entreprise, de plus en plus de sollicitations, de demandes en tout cas. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, et puis pour pouvoir partager justement cette expérience-là. Ouais. Merci beaucoup Stéphane pour ce petit clin d'œil. Et bravo en tout cas pour cette belle performance. Merci. Merci, je vous invite à rejoindre la régie. Fanette est de retour. Pour la petite, cette fois-ci, tu peux passer derrière le sapin. Alors, on va parler dans ce journal des mineurs
isolés. Étrangers isolés, effectivement, c'est une compétence des départements au titre de la protection de l'enfance. La difficulté, c'est d'évaluer s'ils ont vraiment moins de 18 ans ou pas. Le département de la Haute-Savoie estime que plus de la moitié sont en fait majeurs. Il y a un protocole donc, qui a été signé pour tenter de mieux coordonner les actions. Et puis le Haut-Chablais qui s'organise pour accueillir au mieux ces saisonniers. Voilà, on le sait, la problématique du logement saisonnier en station, c'est compliqué. Donc là, collectivités, professionnels, etc., tout le monde s'est mis autour de la table cet automne pour préparer cet hiver. Donc on fera le point avec Victoria Lopez pour mieux loger les saisonniers. Et il y en a plus aussi. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub, pour le journal de la rédaction. À tout de suite.